Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mercredi 14 février 2023. On est en 24 février, on a encore du mal. 2024. Alors on est en direct bien sûr avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui on va parler du mensonge. Et oui, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais il faut dire que le mensonge aussi. Alors l'enfant, c'est le moment de l'imagination au pouvoir, des petits arrangements avec la réalité. À quel âge l'enfant commence-t-il à tisser les premiers fils du mensonge? Alors comment découvre-t-il cette pratique et à quel moment faut-il s'inquiéter? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Alors le thème exact du jour est le suivant: la vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants? On va y répondre aujourd'hui avec nos spécialistes, et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Madame Jamila Ben Bouabdallah, coach de vie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mounia, merci à vous aussi. Avec nous aussi Dr Rabbah Abdelrahman. Bonjour et merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Pédopsychiatre, bonjour et merci. Bonjour, voilà. merci. Et bien sûr Sabera Hadjabar pour sa rubrique Pêle-mêle. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, tu nous racontes une histoire sur Oui. la vérité et le mensonge. Oui, exactement. On va au pays de la confiance. Voilà. Pour voir comment ça se passe entre la vérité et le mensonge. Voilà. Peut-être un conte africain du Voilà. Sénégal. Exactement. Voilà, c'est ça. Et puis vous, si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, si votre enfant enjolive, on va dire, enjolive la vérité, attention, si votre enfant enjolive un petit peu la vérité, ou il est trop dans son imaginaire, qu'il raconte de petits bobards, ou si ça vous inquiète, n'hésitez pas à nous appeler, à composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, à quel âge sont formulés les premiers mensonges chez les enfants, et est-ce qu'on peut appeler ça mensonge finalement? Bon, si on veut parler du mensonge chez l'enfant, tout d'abord, on doit définir un tout petit peu les concepts. L'enfant, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à qu'il acquiert toutes ses capacités et toutes ses facultés, il passe par des phases de développement. C'est-à-dire, si on veut parler du mensonge, on doit parler du mensonge dans un concept développemental. C'est-à-dire développemental. À chaque phase que vit l'enfant est une phase qui a ses particularités. D'accord. Si on veut parler par exemple du mensonge chez l'enfant de 2 à 3 ans, à 4 ans, généralement c'est les premiers mensonges qui apparaissent à cet âge-là, mais l'enfant ne prend pas conscience qu'il ment. Mais au contraire, il cherche un bénéfice ou bien il veut se protéger. À cet âge-là, l'enfant ne fait pas de filtre. Parce que dans sa tête, l'enfant, dans sa tête, il dit que l'adulte peut voir mes idées. C'est pour ça que je ne peux pas mentir. C'est-à-dire, même si je vais mentir maintenant, il va rapidement dire la vérité. Voilà, exactement. C'est à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, que là, l'enfant perçoit que l'adulte ne peut pas lire ses idées et ses pensées. Et c'est là que le mensonge commence à s'installer. C'est après 6 ans que l'enfant, 6 ans, 7 ans, c'est pas au jour près, hein. C'est-à-dire quand on parle 2 ans, 3 ans, c'est pas à l'anniversaire de à ses 2 ans. l'anniversaire qu'il va et souffler 3 sa ans, bougie, oui. ben voilà, il dit voilà, je vais commencer à mentir. D'accord. En plus, ça dépend d'un enfant à l'autre aussi. Voilà. D'un enfant à l'autre, très bien. C'est à partir de 6 ans où l'enfant fait la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord. Donc avant ça, il n'a pas conscience du mensonge. Il n'a pas conscience du mensonge. Non, il n'a pas conscience du mensonge. Au contraire, il fait ça pour avoir un bénéfice. C'est tout. Pour avoir des bonbons, avoir Des dessins bonbons, animés, ce genre voilà, de choses, qu'il sera puni. On a vu récemment sur les réseaux une petite fille qui avait fait des bêtises et qui avait accusé le chien. Donc elle allait vers le chien, elle lui dit c'est toi qui avais fait ça. Exact. Sa mère elle était là et elle dit c'est toi, elle engueulait et tout et bon quoi. Et finalement c'était une forme de elle accusait le chien. Voilà, de se protéger. De se protéger de la punition des parents. Oui. Voilà. Et à partir de 6 ans, 8 ans, 9 ans à peu près, là, on a tous tendance le compagnon imaginaire de l'enfant. Ah oui. Et voilà, par exemple, un enfant de 6 ans qui nous dit, par exemple, viens Rassim, assieds-toi devant moi. Même dans notre maison. C'est Viens Rassim, effrayant. allez mange. Maman, tu donnes la cuillère à Rassim. Les parents souvent s'inquiètent à ce moment-là. S'inquiète à ce moment-là, oui. Mais c'est des moments de très beaux moments. Je pense qu'il faut vivre ces moments avec nos enfants. Chaque étape est merveilleuse Et- avec les merveilleuse. enfants. Et ça, c'est une manière de se mettre en auto-hypnose. D'accord. Voilà, c'est parce que les enfants sont vraiment très imaginatifs et le fait de s'inventer un ami imaginaire, donc il est dans son monde, dans sa bulle, et puis ça lui permet de faire ce qu'il veut, d'être dans un autre monde. dans un autre monde qui lui plaît.
Donc là, il est vraiment bien dans son état. Dans son monde imaginaire. Voilà, exactement. Et c'est à partir de l'âge de 8 ans, 9 ans, où le compagnon imaginaire, l'idée de le compagnon imaginaire doit s'arrêter, c'est là que commence le vrai mensonge, qui peut avoir des dégâts délétères ou bien des... Qui peut devenir du mensonge pathologique. Oui, pathologie. Ça commence la psychopathologie du mensonge. La mythomanie? C'est après. La D'accord. mythomanie, c'est un trouble de personnalité, c'est un trouble de conduite tout d'abord. C'est un trouble de conduite. C'est-à-dire c'est des personnes qui mentent jour et nuit et qui croient en leurs mensonges. Et parfois, ils fabulent. Ils créent des histoires, ils y croient de ces histoires et ils essayent de convaincre l'autre personne de leur mensonge. Tout un scénario peut être C'est tout construit. un scénario, c'est tout un scénario, oui. C'est Avec des tout un détails et tout ça. Avec les détails, oui. Et plus ces mensonges durent, et plus il invente des mensonges pour soutenir Le- l'autre l'autre mensonge. Exactement, C'est ça. oui. Là, on parle bien des adultes, c'est pas les enfants. Oui, voilà. Mais il faut faire attention. On revient à notre C'est-à-dire, sujet. si on prend en charge, on prend le concept du mensonge dans un thème développemental, il faut faire attention à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans. D'accord. Là, si le mensonge perdure, là, il faut faire attention, il faut surveiller l'enfant, il faut avoir dans notre tête et dans notre esprit, ça peut causer un trouble de comportement et plus tard des troubles de conduite. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte à l'enfant de mentir? D'être dans son imaginaire, pas de mentir, parce qu'on vient de comprendre que jusqu'à l'âge de 9 ans, c'est pas vraiment du mensonge, c'est des mensonges pour se protéger ou des mensonges pour s'inventer une vie. Pour avoir un bénéfice. Voilà. Oui. Donc qu'est-ce que ça lui apporte à lui, l'enfant, quand il imagine, quand il crée ce monde ou quand il crée un ami imaginaire qui fait asseoir à côté de lui? Très bien. La création de l'ami imaginaire, ça fait partie de l'évolution et le développement normal de tout enfant. D'accord? Parce que c'est le développement. Le développement de l'enfant se fait dans plusieurs domaines. Affectif, intelligence, interaction, attachement. Tous ces domaines doivent être développés pour avoir un enfant, c'est-à-dire parfait, plus ou moins, qui a toutes ses facultés d'interaction, d'intelligence et tout ce qui s'ensuit. La création de le compagnon imaginaire, ça nous pousse c'est-à-dire l'enfant commence à faire la différence entre lui et le monde qui l'entoure. D'accord? Et il est fier d'avoir cette capacité de manipuler les gens, de créer un compagnon imaginaire et qu'il est sûr que le compagnon imaginaire n'existe pas réellement. Donc il est content, il est fier de faire croire aux autres que voilà, il y a un ami imaginaire. Bien évidemment. Surtout quand les mamans ou les papas, ils font le jeu et puis oui, tu poses une cuillère, il va manger, et le papa ou la maman pose la cuillère et le verre et tout ça. Exactement. Imagine, c'est exactement ça. Il n'y a pas un sentiment de solitude, donc l'enfant crée ce film. Alex, il est enfant unique. Je vous donne un autre exemple. Généralement, les enfants de 4 ans, 5 ans, quand ils rentrent de la crèche, ils répètent toute la journée. Ils rejouent tout ce qu'ils ont fait dans la crèche. Le rôle de la maîtresse, le rôle des amis, viens, assieds-toi, mange, pourquoi tu n'as pas mangé, tu es puni, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça, c'est de l'imagination, parce qu'il arrive à revoir et à reconstituer le film de la journée. Exactement. Et là, c'est un stade plus avancé quand il a l'âge de 5 ans, 6 ans. Et là, l'art de manipuler les autres. Il va manipuler l'autre à travers le compagnon imaginaire. Oui, à travers le compagnon imaginaire. Et l'histoire de ce compagnon imaginaire c'est-à-dire ça ne doit pas perdurer, voilà, ça ne doit pas durer dans le temps. C'est-à-dire à l'âge de 8 ans, là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter du compagnon imaginaire qui existe toujours et qui reste toujours dans la vie de l'enfant. Oui. Au-delà de 8 ans, 9 ans, à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter il faut consulter pour voir est-ce que c'est du compagnon imaginaire qui rentre dans le cadre du développement normal de l'enfant ou bien il y a une composante psychopathologique qui va apparaître par la suite. Alors, ce qui est peut-être intriguant, c'est que beaucoup d'enfants dans le monde, sans se connaître, ont cet ami imaginaire. Oui. Oui, ça fait partie du développement naturel. Exactement, ça fait partie du développement. C'est inscrit dans l'ADN de certains ou là? C'est le développement naturel de l'enfant. Et quand on parle du développement de l'enfant, il y a plusieurs considérations. C'est-à-dire, il faut prendre en considération l'entourage, la famille, le sentiment de la sécurité, l'interaction avec l'enfant. S'il n'y a pas de difficulté avec l'enfant, s'il n'y a pas de maladie chez l'enfant, là, c'est ça qui va conditionner le développement harmonieux de l'enfant. Si on parle de développement, on va dire que c'est un développement harmonieux dans les délais, dans les détails et dans les acquisitions.
Très bien. soit psychologique, psychomotrice ou bien... Très bien, alors aujourd'hui on parle du mensonge, la vérité sort-elle de la bouche des enfants? On vous répond aujourd'hui dans l'émission et vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91, pour nous poser des questions, pour témoigner, racontez-nous un petit peu les bobards que vous racontent vos enfants. Oui, pourquoi pas, leur imaginaire est tellement vaste et tellement... C'est impressionnant à chaque fois de voir ce que les enfants peuvent nous raconter comme histoire, voilà, tout simplement comme histoire, oui. Alors, ce que ça leur apporte, d'abord, déjà, il y a des peurs qui se cachent derrière ça. Voilà. Et donc, c'est une manière de se valoriser aux yeux des autres. Et ils se racontent, parce que derrière ça aussi, il y a un manque d'estime de soi. J'allais juste vous poser la question. Voilà. Oui. Donc, c'est les enfants qui sont dévalorisés, qui sont diminués. Peut-être même Ils boostent leur estime de soi à travers ces petits mensonges. À travers ça, ils boostent leur estime de soi, justement. Aussi, c'est une manière de se faire remarquer, de se faire une place. Ça peut aussi, ils peuvent aussi mentir pour fuir une situation insupportable. Pour ne pas aller à l'école. Oui, dire on est malade. Oui, s'ils ne veulent pas aller à l'école, c'est qu'il y a quelque chose qui se Voilà, il faut s'inquiéter à ce moment-là. Il faut s'inquiéter, surtout si bien c'est sûr. répétitif. Voilà. Donc, ils peuvent mentir, voilà, je suis malade. J'ai de la fièvre en général. Et tout. Oui. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Par exemple, des fois, un enfant qui est négligé par un papa ou une maman, il peut raconter à ses copains qu'il a un papa extraordinaire. Il va valoriser son père ou sa mère, Exactement. qui ne lui donne pas l'attention qu'il aurait aimé avoir, de façon à dire oui, mon père c'est le super-héros, ou ma mère c'est la super-héroïne, il est tout le temps là près de moi. Tout à fait, elle s'occupe de moi, elle me fait ceci, cela, ou il me fait ça. Donc c'est une manière toujours, et ce qui se cache derrière ça toujours, c'est la recherche de l'amour. D'accord. Donc un enfant a besoin de cet amour pour se construire. Oui. Voilà. Donc, après, je peux ajouter un petit détail. Si on peut essayer de voir le mensonge d'un autre point de vue. Le mensonge, c'est un moyen d'adaptation et de défense de l'enfant vis-à-vis d'une situation. Soit une situation de peur, soit une situation de confiance, ou bien c'est une situation de demande d'un bénéfice. Je pense qu'il faut voir le mensonge dans son concept. Le concept d'adaptation, c'est-à-dire il veut s'adapter à une situation donnée, ou bien c'est un moyen de défense vis-à-vis d'une situation ou des données qui viennent par la suite. Justement, quand un enfant nous ment et qu'on sait qu'il nous ment, comment réagir? Est-ce qu'on va le remettre dans la réalité et dire non, c'est pas vrai ce que tu racontes, ou plutôt on va rentrer dans son jeu et jouer la comédie avec lui? Tout d'abord, il faut tout d'abord garder le calme. D'accord. Oui. C'est la première des choses, il faut garder le calme. Il ne faut pas dire à l'enfant que tu mens ou bien tu es un menteur. Il faut faire très attention. On le fait tous. Et c'est ça. Les parents le font tous. Très C'est pas bien, t'as menti. Il faut faire très attention. Il faut mettre l'enfant en confiance. D'accord. Je pense que le sentiment de sécurité qu'on doit semer dans l'esprit de nos enfants, c'est ça la clé de chaque enfant et chaque personne. Une fois on donne confiance, on fait sentir la confiance à l'enfant et la sécurité à l'enfant, c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Il faut laisser l'enfant s'autocritiquer. C'est-à-dire, on peut parler du mensonge, mais si l'enfant, en essayant que l'enfant, c'est lui qui critique son mensonge et il reconnaît qu'il a menti. Oui. D'accord. Et toujours en renforçant cette attitude et ce comportement. Il ne faut surtout pas frapper, engueuler, s'inquiéter. Ça ne sert à rien. Oui. J'ai lu dernièrement un document qui date depuis les années 1933, où les psychologues et les grands chercheurs parlent que le fait de corriger physiquement le châtiment corporel ne donne absolument rien. Ça va renforcer encore le mensonge. Ça va renforcer encore le mensonge, parce qu'à partir de là, c'est l'enfant, il va chercher un autre moyen pour éviter ce châtiment, pour éviter cette correction physique. Oui. C'est-à-dire, c'est un renforçateur beaucoup plus. Oui. Voilà. Oui, c'est bien. Professeur Tapti, interdit de frapper. Il n'y a pas. Oui, Professeur il nous Tapti, dit à il n'y a chaque fois, pas c'est moyen. vrai. Il ne faut pas frapper ses enfants. Ça n'a jamais donné. Oui. Ça n'a jamais donné de résultat, le fait de frapper quelqu'un. C'est à arrêter maintenant. Même dans nos pratiques. Ça n'a jamais réglé les problèmes. Non. Oui, même dans nos pratiques, on dit aux parents, la première consultation, attention à la correction physique. Ça donne rien. Ça donne rien.
Ouais, Pourtant, ça aggrave beaucoup plutôt les disent, choses. voilà, pourtant Oui, beaucoup disent, oui. bon, Nadrbona, mais ça va Nawal ou, hein. Ouais. C'est la phrase. C'est une oui. conception, juste. C'est une quand même. conception, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est une fausse Et, conception. voilà, donc on doit valoriser l'enfant quand il dit la vérité. Mhm. Et pas uniquement ça, on doit le valoriser dans tout ce qu'il fait. Et quand il va se sentir valorisé, donc c'est là qu'il va, il va se sentir en sécurité. Oui. Hein, et là, il pourra dire la vérité. Et même par exemple dans les contes qu'on raconte, Oui. hein, le fait de raconter... J'aime par bien exemple, comme dans les contes qu'on raconte. voilà, c'est bien rimé. Oui. Donc, si par exemple, on doit raconter une histoire qui se focalise sur le côté positif plutôt que sur le côté négatif. Moi, je sais que tu nous prépares une belle histoire. Une sur le petite côté- histoire parce que sur tu la as dit vérité et le mensonge. voilà. Tu as dit le monde De la confiance. de la confiance. Là, sans connaître l'histoire, je sais que ça va se focaliser sur le côté positif. Positif. Par exemple, c'est l'histoire de Pinocchio, Oui. le châtiment, le nez Le qui nez grandit qui- à chaque oui. fois. Là, on est concentré sur le côté négatif. Mais par exemple, si je vous dis une histoire, par exemple, de George Washington qui raconte quand il était petit, il avait endommagé un cerisier. Et donc, ensuite, il avait avoué à son père que c'était lui. Donc, son père l'a félicité et lui a dit, peu importe le cerisier, ce qui importe, c'est que tu m'aies dit la vérité. Donc, dans cette histoire, on se concentre sur le côté positif de l'histoire. Donc, c'est ce genre d'histoire qui font que l'enfant apprenne à dire la vérité. Voilà. Justement, quand le mensonge est trop gros, trop lourd, maîtresse m'a tapé, ou on m'a volé mon goûter, ou ce genre de choses, comment on réagit? On ne sait pas forcément comment réagir. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas, même si on sait que c'est un mensonge. Comment réagir avec l'enfant, surtout pour ne pas le culpabiliser? Parce que si on lui dit non, tu as menti, tout ça, il va culpabiliser forcément. Exactement. Et ça va renforcer encore et encore le mensonge. C'est dangereux pour l'institutrice, c'est-à-dire accuser de l'avoir frappé. Les parents pourraient aller voir. Puis Ça pourrait engendrer Ça des pose beaucoup de- conflits. Oui, pour Je pense l'instant. qu'il faut être un peu intelligent dans ces situations. Comme je le disais, il faut garder le calme, il faut parler à l'enfant, il faut essayer de restituer ce qui s'est passé avec l'enfant. D'accord? Et là, on met le point. On met le point. À chaque fois, en mettant l'enfant en confiance, on met le point sur le mensonge. Il faut dire ça. C'est très bien que tu m'as rapporté ça. C'est très bien. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une erreur, c'est pas grave. Mais on ne va pas refaire dans l'avenir. Il faut toujours mettre l'enfant en confiance, parce que cette confiance qui va renforcer la loyauté, si on peut dire, ou l'évitement de ce mensonge. Et ici, c'est un point très très important. Parfois, les parents demandent aux enfants de ne pas mentir. Et les parents Justement, font le j'allais y contraire. arriver à l'exemple Faire qu'on le donne aux contraire. enfants. Il faut pas demander à l'enfant de ne pas mentir, mais soyez l'exemple à l'enfant. Tout à fait. Soyez l'exemple à l'enfant et votre fils va vous suivre. Hein. Va vous suivre. Ça, c'est automatique. Nous avons un premier appel. Nous avons Naïma qui nous appelle d'Alger. Bonjour Naïma. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour, oui. Voilà, c'est pour ma petite fille. Elle a 5 ans. Oui. Elle ment. Dès qu'elle fait une bêtise, elle reprend la bêtise chez sa sœur. Elle lui dit c'est toi qui as fait, c'est pas moi. D'accord. Donc elle accuse sa sœur à chaque fois. C'est elle qui a fait la bêtise. D'accord. Moi, j'essaye d'aider la petite. Mais la maman, elle est très nerveuse. Enfin, ma fille, elle lui donne toujours des gifles. D'accord. Donc, Elle lui donne des gifles. Et là, je l'ai emmenée. Il y a un autre cas aussi. Je l'ai emmenée. Bon, j'ai pas fait attention. Je l'ai emmenée au cimetière pour me commémorer devant la tombe de ma mère. oui. Et j'ai fait la bêtise. Et elle a eu peur après. De nuit, elle a fait des cauchemars. D'accord. Donc cette petite fille, elle est quoi pour vous? Donc vous n'êtes pas la maman parce que vous avez dit que la maman l'a giflée. Donc quand elle elle disait des mensonges, elle est qui pour vous la petite fille? C'est votre Non, petite. mais surtout pour le cimetière, elle m'a fait des cauchemars. D'accord. Et C'est votre petite fille, votre nièce? c'est ma petite fille. D'accord. D'accord.
elle a 5 ans, elle me dit toujours, grand-mère, elle est morte ici, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça dure depuis 1 mois. Hein. D'accord, très bien. Je ne sais pas comment faire pour l'aider pour oublier. D'accord. D'habitude, je lui dis, c'est un jardin. D'accord. Mais elle me dit non, et pourquoi ils se réveillent pas les morts? D'accord. Ben oui, à son âge, c'est normal, on n'arrive pas encore à comprendre et à concevoir la mort et ce qui se passe exactement, c'est tout à fait normal. Donc elle est un petit peu, voilà, la petite est un petit peu peut-être perdue face à toutes ces vérités aussi. C'est la mort de qui? C'est Sa grand-mère. Ah, la grand-mère. Comment? Je suis désemparée. Oui, je vous comprends tout à fait, ça s'entend dans votre voix. On va vous répondre, donc continuez à regarder l'émission, on va répondre à vos questions. Merci à vous, bon courage à vous. Ne culpabilisez pas, surtout pas. C'est vrai qu'on a tendance à culpabiliser quand on fait des choses où on ne se rend pas compte sur le moment. C'est pas inné l'éducation, on ne sait pas comment éduquer, comment parler à un enfant et on apprend, on tâtonne avec l'enfant tout au long de sa vie, on apprend pas à pas avec l'enfant, c'est tout à fait normal. Donc le fait de naissance à 5 ans, comme on l'a dit, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas s'inquiéter. Elle se protège en quelque sorte. C'est exactement, elle se protège, c'est automatiquement qu'elle se protège. Là, il faut changer d'attitude des parents. Là, il faut changer d'attitude. Elle reçoit des gifles? Oui, elle reçoit des gifles. C'est de la maltraitance physique, là. C'est de la maltraitance physique. Et pour échapper à cette punition, l'enfant est obligé à mentir. Oui. Et à chaque fois qu'on le corrige avec des gifles, là, on va renforcer encore et encore. C'est-à-dire l'enfant va développer le mensonge. Et il va passer à un autre niveau de mensonge. Oui, il faut faire très attention à ça. Petite, elle a 5 ans. Elle a 5 ans, et justement par rapport au fait qu'elle l'ait emmenée avec elle au cimetière pour se recueillir sur la tombe de la maman. C'est vrai que pour un enfant, à 5 ans, on ne comprend pas la vie et la mort, on ne comprend pas tout ça. Et en tant que parent, dire la vérité, dire que oui, papy, mamie ou tata est parti, donc on comprend, et l'enfant ne va pas comprendre ce qu'est le paradis, ce qu'est le fait de mourir. Et là, elle en fait des cauchemars. Donc, quelle est la solution pour elle? La solution, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure, il faut faire un suivi développemental de l'enfant. C'est-à-dire là, on doit expliquer à l'enfant. On doit expliquer que le grand-parent n'est pas là, ou la maman n'est pas là. On doit lui expliquer. Mais à chaque âge, sa particularité. Il faut faire un discours, il faut faire une explication qui va avec son âge, avec son niveau intellectuel. Et il faut faire ça. Et au fur et à mesure que l'enfant grandisse, on réajuste notre explication. Une fois qu'il va connaître, qu'il va comprendre le concept de la mort, si quelqu'un qui est parti, qu'il ne va plus revenir, là, on peut faire cette approche. Mais il faut faire une explication qui va avec l'âge de l'enfant. Adaptée à son âge. Parce que l'explication n'était pas... Peut-être elle était brusque, l'explication. Oui, ou bien l'enfant n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à imaginer. Bon, il y a beaucoup d'enfants qui disent, ouais, moi quand on dit papy est au paradis, mais je veux bien aller au paradis, aller voir papy. Donc ils ne comprennent pas aussi ce que ça veut dire qu'aller au paradis, ce que ça veut dire que c'est la mort. Et à un moment donné, les enfants répètent ce qu'on dit. Papy est au paradis, mamie n'est pas là, sans trop comprendre ce qui se passe. Et donc là, il faut consulter. Il faut consulter au minimum un psychologue. Il faut voir un psychologue. Ça va l'accompagner dans l'annonce du mort du décès. Voilà, ça va l'accompagner et ça va lui aider en donnant des guidances, comment se comporter, comment corriger le comportement de mensonge. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est il faut voir comment est la réaction de la maman. C'est-à-dire, si l'enfant sent que sa maman est en détresse, qu'elle a réagi violemment à la mort, c'est peut-être ça qui l'a fait réagir de cette manière. Si elle pleure sur la tombe, elle lui transmet ses angoisses et le stress. Oui, on le dit souvent, les enfants. Il faut analyser bien la situation, il faut analyser tous les composants de cette situation. C'est la maman, c'est la réaction de la maman, la mort était comment, est-ce que l'enfant a assisté à la mort, comment on a expliqué à l'enfant la mort. Il faut faire ça. On n'emmène pas un enfant dans un cimetière. Je pense pas. Non. Je pense pas. Trop petit. Trop petit pour comprendre le concept, comment que ça se passe et tout ça, c'est normal. Une personne qui était là vivante, elle est sous terre. Pourquoi elle est sous terre?
peut-être elle va imaginer qu'il est en train de s'étouffer sous terre. Exactement, qu'il n'arrive pas à voilà. respirer. À Oui, 5 ans, c'est Oui. trop précoce. Oui. Hein. Donc, du mensonge au traumatisme. Exactement. Et justement, vous parlez d'exemples à donner avec les enfants. Si l'adulte se met à mentir toutes les 5 minutes, ce n'est pas toujours le meilleur exemple à donner à l'enfant. Donc Oui, l'enfant exactement. risque de mentir aussi souvent que le parent. Aussi souvent. Et encore, il va élaborer encore plus les mensonges, ces mensonges. Oui, Il y a si des on mamans- enlève un jouet à un enfant et on lui dit, je sais pas, il est perdu alors que l'adulte l'a caché. Et puis l'enfant, il découvre que Il a été l'adulte caché, l'a oui. caché. Donc là, il va faire l'association que l'adulte lui a menti. Il a menti, Voilà. exactement. Donc il va faire la même chose. D'accord. Oui, ça m'est Le pire, c'est quand un père dit à son fils ou à sa fille ne dis pas à ta mère et que la mère dit au fils ne dis pas à ton père. Ah oui. Les cachotteries. Les cachotteries. Exactement. Les cachotteries, oui. Oui. Et Justement, il ne faut pas utiliser les enfants dans ce but-là, mais c'est Il faut souvent pas le cas. Oui, on a fait ça, c'est une bêtise, ne dis pas à papa. Pas à ta mère, ne dis Ne dis pas à maman. c'est-à-dire, on va lui Oui. apprendre à mentir dans l'avenir. C'est exact. Voilà. Pour se sortir de Pour s'en situation. sortir, voilà. Voilà. C'est-à-dire vous allez la suggérer une des solutions qu'il peut l'adapter dans l'avenir. C'est de mentir. Je vais mentir à maman, je vais mentir à papa, voilà. L'alternative. L'alternative. Il faut faire très attention de ces comportements. Parfois Il faut aussi, donner l'exemple. Il faut ouais. essayer de donner l'exemple aux Exactement. enfants. Oui. Des fois, les secrets de famille. Oui. Par exemple, il y a un secret caché dans la famille. Oui. Je sais pas, un membre de la famille, par exemple, qui est en prison, et puis on cache à l'enfant. Mais l'enfant, il est très subtil. C'est-à-dire, il va ressentir qu'il y a quelque chose. Il va ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça sonne faux. Donc, tant qu'il y a un mensonge qui tourne dans la famille, il va développer cette... Il va le ressentir au fond de lui. Il va ressentir. sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. qui n'est pas normal. normal. Exactement. Très bien. On parle de mensonges aujourd'hui, donc si vous voulez nous poser vos questions, de les enfants, hein, bien sûr. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez nous raconter un petit peu les bobards que vous racontent vos enfants, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et en parlant de mensonges, justement, en mensonge ou secret de famille plutôt, on va dire secret de famille, beaucoup d'enfants qui sont adoptés ne le savent pas Voilà. et le découvrent à un âge très avancé, on va dire à l'adolescence ou même plus tard. Ils découvrent que finalement, c'est des enfants adoptés qui se sont toujours sentis différents des autres ou spécial par rapport aux autres. Et c'est à cet âge-là, enfin, c'est à 20 ans, peut-être 25 ans après, qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne font pas partie de la famille, mais ils font partie de la famille, mais en quelque sorte, Ouais. voilà, génétiquement, non. Est-ce qu'il faut dire à un enfant qu'il a été adopté? Si oui, à quel âge? Ouais. C'est difficile. Moi, je pense qu'il faut le dire dès le début. Dès le début, Qui commence, c'est-à-dire au début, c'est-à-dire selon l'âge de l'enfant. Hein, je suis ta maman, sauf que tu n'es pas sortie de mon ventre. Voilà. Mais je suis ta maman. Tu es dans mon cœur. Voilà, comme tu es mon dans enfant mon cœur, tu es comme ça. Mais il faut toujours dire la vérité. Et la vérité, elle va évoluer selon l'âge de l'enfant et avec les mots qu'il va comprendre. Donc ça va faire partie de sa vie et il verra que c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que vous savez que le choc de l'apprendre à un âge avancé, oui. Le pire, un c'est à âge avancé. l'adolescence, je crois. Oui, le pire, c'est à l'adolescence. Voilà. Mais il faut le dire dès le début, avec des mots très simples. Voilà. Juste que ça fasse partie de sa vie, de son quotidien. Mais je pense que c'est... Le fait de le prendre de manière normale, lui aussi le prendra de manière normale. Voilà. Mais je pense que les parents ne font pas ça sciemment. Hein. Je pense qu'ils le font ça par ignorance. Ils ne savent pas comment pensent annoncer. protéger Ils l'enfant. pensent protéger l'enfant en cachant la vérité ou bien la situation pour l'enfant. Mais je pense qu'ils font ça par ignorance. D'ailleurs, quand on reçoit les parents qui adoptent des enfants, quand on leur explique qu'il faut parler à l'enfant, qu'il faut lui annoncer la nouvelle, il faut lui annoncer qu'il est un enfant adoptif, ils disent « mais je ne savais pas ». Je pense que l'enfant ne comprenait pas. Je pense que jusqu'à l'âge de 12 ans qu'ils commencent à comprendre. Je pense qu'ils font ça par ignorance, mais ce n'est pas délibérément qu'ils font ça. Nous avons un appel, nous avons Jamila qui nous appelle de Boumerdès. Bonjour Jamila. Oui. Oui. Ma nièce, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, oui. 4 ans, et elle va faire 5 ans au mois d'avril. Inch'Allah, oui. Inch'Allah, elle est désobéissante à sa maman. D'accord. Comme elle lui dit, viens que je te peine, elle lui dit, je ne t'aime pas, fais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et quand elle fait des histoires, sa maman la corrige, elle dit, je t'aime pas maman, انت جايحة اللي معها
D'accord. Alors que les autres, ses grands-parents paternels, Par rapport à ses grands-parents paternels, elle a de meilleures relations avec ses grands-parents Moi, paternels. moi, je sa grand-mère maternelle. D'accord. Elle sait bien qu'on l'aime beaucoup. Elle agit de la même façon, mais elle ne sait pas. D'accord. Je ne la frappe pas. D'accord. Très bien. Ah. Merci Jamila. Restez, continuez à regarder l'émission. Nous allons répondre justement. Alors, je crois que vous ne l'avez pas bien Oui, on entendu. l'a pas bien Oui, entendu, elle a 4 ans, oui. elle va faire ses 5 ans en avril. Et avec sa maman, genre, elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, des mots un peu déplacés envers sa maman. Et elle a de meilleures relations elle avec. insulte sa mère, hein. Elle insulte sa mère, exactement. Et elle a de meilleures relations avec ses grands-parents paternels. Pourtant, on l'aime et voilà. Je pense que cette histoire-là n'a pas de relation, une grande relation avec le mensonge, mais beaucoup plus c'est avec la dynamique familiale. Il faut réévaluer Exactement. la dynamique familiale et voir ce qui se passe, la relation enfant-parent, enfant-grand-parent, la relation parent-grand-parent. Je pense qu'il faut Exactement, évaluer la dynamique familiale beaucoup plus pour avoir une idée plus claire. Et La petite, elle en veut à sa mère. Voilà. Oui, il faut voir. c'est une dynamique familiale qui n'est pas vraiment. Oui, exactement. Exactement. Ouais. On fera peut-être une émission sur ça pour justement et ouvrir le téléphone est tout le temps ouvert. J'espère que vous pourrez nous appeler par rapport à ces petits problèmes avec les enfants. Souvent, on a des petits soucis comme ça qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait expliquer. Donc, on reviendra sûrement sur ça, sur les enfants, bientôt, Inch'Allah. Et du mensonge, on passe au rêve avec Rêve à naissance tout de suite. Ouais. Alors, on fait tous des rêves. Hier, j'en ai fait plus que d'habitude. Je m'en rappelle parce que je ne sais pas. Et aujourd'hui, Jamila, dans Rêve à naissance, tu vas nous expliquer pourquoi on rêve et comment que ça se passe. C'est quoi au juste des rêves? C'est des petits scénarios qu'on se fait dans la tête? Alors, le rêve, c'est une activité mentale qu'on fait pendant qu'on dort. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, on dort, mais notre cerveau, il est en train de travailler. Hein, il ne dort pas. Voilà. Donc, c'est une activité qui fait... qui fait travailler l'arrière du cerveau, c'est-à-dire toutes les parties qui font, c'est les parties des images et des émotions. D'accord. Donc, si on faisait un IRM, on verrait que ce sont ces parties-là qui sont activées. Voilà. Donc, c'est un processus bien sûr mental, hein, il est involontaire parce que déjà on est en train de dormir. On ne contrôle pas ses rêves. On ne Sinon, contrôle pas. sinon, les rêves, hein, Voilà. ce serait le bon moment. On ferait moins de cauchemars. Tout à fait, mais justement, il y a une manière qu'on apprend à contrôler les rêves. J'aimerais bien. Il faut s'entraîner pour ça. D'accord. Voilà. On en parlera la prochaine fois quand je parlerai des cauchemars. D'accord. Alors, super. Voilà. Très bien. Exactement. Donc, c'est lié à nos souvenirs, ce qu'on fait la journée. Donc, on le répète pendant la nuit. Mais bien sûr, pas que, parce que en rêve, on est capable de voler alors qu'on n'a jamais volé. Voilà. Donc, c'est un peu un théâtre mental. C'est une métaphore de ce qui s'est passé pendant la journée ou ce qui fait travailler nos émotions, nos sentiments et tout ça. Mais c'est une sorte de métaphore parce qu'on rêve alors qu'on vole alors qu'on n'est pas censé voler. C'est pour ça que je dis que c'est un théâtre mental Voilà. où on peut s'exprimer, on peut jouer le rôle qu'on veut. Et la partie frontale est moins activée. Pourquoi? Déjà, c'est la partie du raisonnement. Donc, elle est moins activée et c'est pour pas qu'elle critique ce qui se passe. C'est pour ça que des fois, on fait des rêves qui n'ont ni queue ni tête. Exactement. Voilà, exactement. Et on peut tout se permettre en rêve. Et les rêves nous permettent de faire des réparations. C'est-à-dire que si pendant la journée, vous avez reçu un traumatisme, ne serait-ce que lorsque vous conduisez, quelqu'un vous lance un mot déplacé, Oui. la nuit, quand vous dormez, vous allez réparer ça au niveau émotionnel. D'accord. Voilà, donc c'est à ça que servent les rêves. Très bien. Voilà. Donc, dans les rêves, on passe par 4 étapes. D'abord, un sommeil léger. Hein, c'est juste au moment où on est entre l'éveil et l'endormissement. Et c'est bien, ça correspond à un état hypnotique. C'est pour ça que c'est bien de préparer son rêve, c'est-à-dire si on cherche une solution, on va se donner une suggestion pour aller trouver la solution dans le rêve. Donc avant de dormir, on s'insuffle des suggestions comme ça pour rêver de ce qu'on veut. Voilà. Finalement. Est-ce que ça ne va pas provoquer une insomnie?
Un souci qui non, vient de pas du recherche une tout. solution. On dort, ne vous inquiétez pas pour ça. On dort, je vous rassure. Donc c'est pour ça que, par exemple, on dit que Einstein a trouvé sa relativité pendant qu'il dormait. Aussi, il y avait un inventeur de machines à coudre qui cherchait comment faire le processus, surtout pour le trou de l'aiguille. Il ne savait pas où le placer. Alors, qu'est-ce qu'il a quand il a rêvé la nuit, il a rêvé qu'il était prisonnier chez un roi. D'accord. Et que ce roi avait décrété que celui qui ne trouve pas, qui n'arrive pas à lui inventer une machine à coudre, va être pendu. D'accord. Et donc lui, il n'avait pas trouvé. Et donc, dans son rêve, il était prêt à être exécuté. Et puis, il y avait la lance de celui qui devait l'exécuter. Il a vu dans son rêve le trou sur la lance. Il a compris où Voilà, il devait placer le chat. Exactement. Et ça, Eureka. Ça a fait Eureka. Et c'est comme ça qu'il a trouvé où placer. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que dans nos rêves, on peut C'est comme ça que ça a trouver. été inventé. Oui, c'est comme ça. C'est pas les Chinois. Bon, l'inventeur, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est un chinois ou pas. Voilà. On raconte que c'est comme ça que... Voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, la fonction du rêve, ça sert à mémoriser. Hein, tout ce qu'on fait, par exemple, pour les étudiants, c'est bien. C'est-à-dire que quand on étudie, on a besoin de dormir. Oui. Pour mémoriser tout ce qu'on a appris la journée. Tout ce qu'on a appris la journée, c'est essentiel. Réguler les émotions, comme on vient de le voir. Pour la créativité aussi, hein, par exemple, il y avait le peintre Salvatore Dali qui mettait soit des clés ou un stylo et avant de créer, il se mettait dans un état presque auto-hypnotique. Hypnotique. Voilà, donc il se mettait comme ça et dès que la clé tombait... La clé sur l'assiette. C'est ça. Voilà, il s'allongeait sur une chaise, il mettait une assiette en bas, et la clé était dans sa main. Et dès qu'il relâchait la main, et là, il se réveille, avec le bruit. Images, voilà. Les images qu'il a regardées, c'est celles-là qu'il va peindre. Qui va repeindre. Voilà, et ça, c'est vraiment ça sert la créativité. Exactement. C'est pour ça que des fois, quand on cherche une solution, on se met comme ça dans un état... Est-ce qu'il y a moyen de se rappeler de ses rêves? Parce que souvent, au moment de se réveiller, on se rappelle un petit peu, mais après, on finit par oublier nos rêves. Oui. Alors, ça dépend de la phase dans laquelle on est. Alors, donc, on dit qu'on est au réveil, là. Oui, quand on est au réveil. Oui. Alors, quand on se réveille dans la phase du sommeil paradoxal, qui est la 4e phase, à ce moment-là, on peut se rappeler du rêve. Parce que c'est là où les images sont nettes, où les scénarios sont bien clairs et tout ça. Oui. Voilà. Sinon, dès qu'on se réveille, soit on écrit, soit on fait un dictaphone et tout. C'est comme ça. Parce qu'après, avec le temps, ça va s'estomper. Et est-ce qu'on rêve réellement tous les jours ou pas? Oui, on rêve tous les jours. Tout le monde rêve tous les jours. Donc, quand on passe une nuit, on se dit, c'était le trou noir, j'ai rien vu, je me suis endormie, je me suis réveillée. Oui. C'est qu'on a juste un petit problème de mémoire, peut-être qu'on a rêvé dans une période du sommeil qui n'était pas paradoxale, donc on ne se rappelle plus. Oui, donc on ne se rappelle pas parce que, il faut dire que aussi l'amnésie est bonne. Si on ne se rappelle pas, c'est que c'est bon. Les réparations ont été faites. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que même en hypnose, à la fin de la séance, on installe une amnésie. Pourquoi? C'est pour que le conscient ne sabote pas le travail qui a été fait au niveau de l'inconscient. Voilà. Donc, quand on ne se rappelle pas, c'est une très bonne chose. Merci, merci Jamila. On peut faire le même rêve plusieurs fois. Oui. Oui, d'accord. Bon. On en parlera le jour des cauchemars, parce que c'est encore plus difficile de faire tous les jours le même cauchemar. Et on passe à pêle-mêle avec une belle histoire tout de suite. Une belle histoire, une histoire courte. Oui.
L'histoire du jour que nous propose Samira Hadjamar et l'histoire est une histoire qui colle à la thématique, bien sûr. C'est une histoire qui a été... C'est un conte, en fait, avec beaucoup de morale, parce qu'il faut toujours une morale au conte, et il faudrait qu'elle touche notre quotidien et ce qui se passe, en fait. Et aujourd'hui, c'est le mensonge, bien sûr. Qui l'a écrit? J'ai pris quel conte? J'ai pris celui de Souleymane Mbodji. C'est un conteur, compositeur et musicien sénégalais. Donc, il écrit plusieurs contes et puis il fait de la musique. Voilà, il en a écrit un, en tout cas, il s'inspire de la littérature orale et je crois que c'est une littérature universelle. Ça touche toutes les sociétés et tous les pays dans le monde. Voilà, donc je lis le conte. Aujourd'hui, je le lis. Voilà, donc il y a longtemps, très longtemps, le dieu de la nature voulait savoir qui, du mensonge ou de la vérité, avait le plus de succès auprès des hommes. Un jour, il les convoqua tous les deux et leur ordonna d'aller vivre au pays des êtres humains. Le mensonge prit la forme d'une splendide fleur qu'on pourrait voir. Ce qu'on voit, c'est Mbodji Souleymane. Oui. D'une fleur, très belle fleur, donc d'une splendide fleur très odorante aux couleurs étincelantes. Voilà, la vérité revêtit les habits d'un arbre épineux aux fruits amers. Donc on va le voir aussi. J'ai pris celui de Van Gogh, je crois. Lorsqu'ils se présentèrent devant les hommes, tout le monde applaudit le mensonge. C'est normal, il était éblouissant et il diffusait d'agréables senteurs. Quant à la vérité, on sait, personne ne la regardait non plus. Les estomacs étaient remplis, nul n'avait besoin d'elle. Donc ils étaient répus à la fleur, aux splendeurs de la fleur. Quelques années plus tard, il faut bien qu'il y ait un malheur, la famine vint s'installer dans le pays des êtres humains. Donc les hommes rejetèrent la fleur, bien sûr, parce qu'ils en avaient marre, et se ruèrent sur les fruits que portaient les branches épineuses de la vérité, alors qu'on sait au départ qu'elles étaient amères. Ça a pris du temps. C'est alors que le dieu de la nature déclara « Mensonge, tu fleuriras, mais tu ne fructueras jamais. Tu plairas aux hommes, mais tu ne feras pas leur bonheur. Vérité, tu seras âpre, dur et parfois tu sentiras mauvais, mais tu finiras toujours par faire le bonheur des hommes. » On a compris, bien sûr. La vérité, il y a même une expression qui dit la vérité prend du temps, le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Voilà, c'est ça, mais la vérité finit toujours par arriver, même après. Exactement. Donc voilà, donc c'est un conte sénégalais, puisqu'Mbodji Souleymane est sénégalais, et c'est bien de faire un clin d'œil aux pays voisins. Magnifique. Non, j'adore cette histoire et pleine morale, exactement. La vérité est toujours amère à dire et toujours à recevoir aussi. C'est pas toujours évident. Pas toujours dire toute la vérité. Ou enjoliver la vérité. La vérité amère à dire, c'est pas dans tous les cas. Oui. C'est-à-dire ça dépend d'où on voit la vérité. Mais là, il y a une subjectivité dans le fait que le mensonge est toujours embelli. Il est beau, c'est une fleur, belle couleur, splendide. Ça attire les gens. En fait, les gens aiment rêver. Voilà, qui ne dure pas dans le temps. Et qui n'apporte rien au final. Qui n'apporte rien. Il est préférable quand même, je pense. Mais je pense, est-ce qu'on ne peut pas faire une métaphore peut-être c'est une petite critique, une métaphore par rapport à cet arbre. Là, qui est dur, qui n'est pas beau, qui est amer avec des fruits amers et des épines. Amers et des épines. Pourquoi on fait toujours cette métaphore? On peut changer ça. On peut changer. On y reviendra sur le mensonge, sur le mensonge chez les adultes. On fera bientôt ça aussi, le mensonge chez les adultes. Et là, c'est une autre paire de manches. La mythomanie ou le mensonge... Comment on appelle ça? Un mensonge blanc, voilà. Gentil. Dans l'intérêt des familles. Le prosocial. Voilà. Le mensonge de prosocial, oui. Merci, docteur Rabbah Abdelrahman. Vous êtes pédopsychiatre. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie, madame. Madame Jamila Benbou Abdallah, coach de vie. Merci aussi pour votre participation. Merci, et c'est toujours un plaisir d'être là. Plaisir comme à chaque fois partagé. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant, très court, mais trop court. Oui. Trop court. Mais belle histoire. Oui. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause pour les rubriques NutriSave et WeShare. ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغليل يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني
يا أرض صلاح الدين. احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار، نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا. نعهد بربي يا حربي ودام الشهداء، للفتح وطني وشعبي هم المسبدين. إيه تحيا فلسطين، نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين، نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين. قسما بالله العالي ورب العالمين، يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. قسما بالله العالي ورب العالمين، يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين. فلسطين الحرية سلاح والإيمان، تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان. احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان، في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين. ايه يا أرض فلسطين، نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين، نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين. قسما بالله العالي ورب العالمين، يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. قسما بالله العالي ورب العالمين، يا يعلمك إلهي وجبالك حرين. يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين. بسم الله الله. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, ils sont là, Mohamed Mellak et Wahida Selmchif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah, très bien. Bonjour Mohamed. Bonjour Mounia. Ça Bonjour va? Wahida. Bonjour. On était ensemble en coulisses, mais bon. Oui, Vous étiez ensemble, voilà. Donc bonjour aux téléspectateurs et puis voilà. Ça va, vous allez bien? Tranquille, alhamdulillah. Bon début de journée? Ça va, ça va. Voilà. C'est Il pas fait un beau, mensonge il fait là. beau. Hein? Non, non, mais il fait beau aussi. Il fait beau, ouais, ça va. Ouais, parce qu'on parlait de mensonge Oui. il y a quelques minutes, donc mensonge chez l'enfant et tout ça, c'est pour ça que je vous dis c'est pas un mensonge. Non. D'accord. Et on passe tout de suite à Nutri-Save. On va parler avec toi du petit Déjeuner chez l'enfant. déjeuner chez l'enfant et c'est tout de suite. Alors le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, mais qu'on a tendance un peu À négliger. à négliger, Ou bâcler. mais sérieusement, bâcler, exactement. Oui. Donc, comme vous venez de dire, c'est un repas qui est primordial, surtout parce qu'il va suivre une période de jeûne qui est relative au sommeil. Donc, c'est le premier repas. Il va justement être important pour donner, si vous voulez, ce premier punch d'énergie à l'enfant pour qu'il puisse affronter sa journée, notamment sa matinée. Exactement. Le repas, un bon repas, justement, un bon petit déjeuner chez l'enfant, il doit être à la fois énergétique, nutritif, pour qu'il puisse patienter sereinement jusqu'au déjeuner. Jusqu'au goûter. Enfin, Jusqu'au goûter ou au ça déjeuner dépend, s'il n'y a pas de voilà. goûter. S'il y a Après, pas de s'il est goûter. bien consistant, il ne cherchera même pas un goûter, il cherchera directement son déjeuner. d'accord. Donc s'il y a un bon petit déjeuner bien équilibré et avec ce qu'il faut dedans, donc c'est jusqu'au déjeuner. Ça peut... Généralement, l'enfant, lorsque le petit déjeuner est vraiment bien varié et justement adapté aux besoins de l'enfant, l'enfant ne va pas manifester un désir de grignoter, sauf s'il voit peut-être des amis à côté qui grignotent justement ou qui Bon, regardent. petit Sinon, c'est déjeuner. juste, comme on dit,
à titre de concurrence, enfin, essayer de... Le petit déjeuner en général chez nous, c'est café au lait, lait au chocolat, tartine, du pain. petit biscuit dans le lait. Je pense que on a pratiquement tous le On a même tous petit grandi déjeuner. comme ça, oui. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur petit déjeuner à avoir? Malheureusement pour un non. enfant Malheureusement non. Déjà que le café au lait, le café chez l'enfant, il est vraiment... Bon, le café au lait, non. Bah, on va dire le lait au chocolat ou Le lait au chocolat, justement, théoriquement, enfin la pratique, oui, elle y est, mais théoriquement, le petit déjeuner il est totalement paradoxal à ce qu'on propose aujourd'hui à nos enfants. Donc salé au lieu de sucré? Non, ça dépendra bien sûr Bon, déjà, on va citer un peu tous les composants, disons, d'un petit déjeuner, entre parenthèses, idéal. Donc, il doit avoir donc une source de protéines. Alors, il faut savoir que les protéines, en plus d'être essentielles pour soutenir donc la bonne croissance et le bon développement de l'enfant, il faut savoir que les protéines permettent donc de maintenir de l'énergie de l'enfant tout au long de sa journée, sachant qu'un enfant, entre parenthèses, une boule d'énergie, c'est important pour son Donc la protéine, c'est les œufs? Ça peut être des œufs, donc brouillés ou durs. Ça a un produit laitier, donc un yaourt un yaourt ou un verre de lait? Yaourt ou verre de lait. Après, ça dépendra bien sûr des goûts et du désir si l'enfant privilégiera le lait entier plutôt que les d'autres variantes. Sinon, l'idéal, c'est plutôt de s'orienter vers les produits laitiés qui sont beaucoup... Tout ce qui est lait fermenté, on dit en général que c'est meilleur que le lait tout court. Que le lait tout court, mais chez pas l'adulte. Enfin, justement pour bénéficier des probiotiques et tout, justement pour l'entretien du microbiote. Enfin, un enfant, il a besoin surtout des produits laitiers pour le côté calcium. Donc pour soutenir la croissance osseuse, c'est un enfant qui est en pleine croissance, donc il a besoin du calcium et des vitamines. Il n'y a pas que le calcium qui est présent dans le lait, il y a des vitamines. On a dit une source de protéines et une source de glucides complexes, donc des sucres longs. Donc ça peut, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on ne va pas dire des pâtes, mais plutôt du pain complet ou une tartine de pain complet ou de biscottes complètes ou des céréales. Non, sans sucre ajouté. Oui, les céréales bien qu'on choisir voit ces avec céréales. beaucoup de sucre, du chocolat, avec beaucoup de couleurs qui attirent éviter les tout ce qui est enfants. riz soufflé, etc. Voilà. C'est pas nutritif tout ça. Il y a aussi des biscuits. J'ai vu en vente, il y a des biscuits qui sont à base de blé complet. Oui. Est-ce qu'ils sont bien pour les enfants? Justement, il faut tout ce qui est industriel. Bon, un biscuit, après aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives healthy, oui, comme elle a souligné, qui sont importants, qui sont allégés en sucre. Il faut toujours lire bien attentivement les composants, tourner le produit, et ne vous intéressez pas à ce qui est proposé. Donc, ce qu'on met en relief, c'est justement pour que vous les voyez, le marketing un peu trompeur, qu'il faut bien retourner, lire les composants. Donc on a dit un œuf. Alors si je mets par exemple un œuf, une tartine au fromage et un yaourt. Oui, il faudra toujours une source de protéines, enfin une source d'un produit laitier en parallèle. Donc la tartine au fromage c'est produit laitier, plus le yaourt c'est un produit laitier, ou plus l'œuf. Un œuf, et puis il faudra des fruits ou des légumes. Enfin, si l'enfant désire manger salé de bon matin, donc on peut lui proposer des bâtonnets de carottes ou de concombres ou de tomates ou des fruits secs aussi. Voilà, ou des fruits secs. Les fruits secs, c'est beaucoup plus pour la source de graisse saine. Il faut savoir que les fruits secs renferment des composants très intéressants et importants pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc si on résume de manière générale, donc une tasse, voire une demi-tasse à une tasse donc de lait, accompagné donc d'une tasse à une demi-tasse ou une tasse, donc un bol donc de légumes ou de fruits selon ce que l'enfant désire, un œuf pour la source de protéines ou une tranche ou deux tranches de fromage. Donc on va éviter les fromages en portions. Très bien. La tranche de biscotte ou voilà, on a un petit déjeuner complet, bien sûr, il ne faut pas oublier de s'hydrater et de boire. Déshydrater, d'éviter les produits transformés et les pâtes à tartiner, sans citer bien sûr la marque. Sans citer aucune marque. Elle se reconnaîtra belle. Voilà. Merci Mohamed pour ce petit déjeuner de champion, on va dire. Merci. De champion, oui. Voilà. Et tout de suite, c'est Wisher avec Wahida Salim Sherif. Michel, aujourd'hui tu nous parles d'une artiste plasticienne palestinienne, donc elle s'appelle Hadil El-Safadi. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance de naître en Palestine, mais ses parents et ses grands-parents, ils sont nés en Palestine. Ils ont été contraints de quitter la Palestine, on les a renvoyés de chez eux, on leur a volé leur maison. Donc elle a commencé par faire de la peinture traditionnelle. Avec l'évolution de la technologie, elle s'est mise à faire de la peinture moderne, donc sur Internet, enfin numérique.
elle porte voit la sa photo. Palestine, voilà, on la voit en photo, elle porte la Palestine dans son cœur, dans ses écrits, parce qu'elle écrit aussi des textes, et sur ses peintures. Son rêve, c'est de revenir un jour, et elle le dit tout le temps, son rêve, c'est de revenir en Palestine. Voilà. Et elle dit, si je reviendrai un jour en Palestine, je souhaiterais qu'elle soit libre. J'aimerais visiter la Palestine de la rivière à l'océan sans qu'on m'arrête et qu'on me demande où est-ce que je vais ou d'où je viens. J'aimerais aller prier dans les mosquées palestiniennes, mais aussi visiter et reprendre la maison de nos grands-parents, là où ils ont été renvoyés malheureusement il y a des années de cela. Donc elle fait de très très belles photos. Elle est présente sur les réseaux sociaux, Instagram, X, enfin toutes les plateformes actuelles, Red Z aussi. Donc souvent elle partage l'actualité palestinienne, elle partage de très très jolis tableaux, très jolis tableaux. Donc on peut aller l'encourager, lui laisser un gentil mot, pourquoi pas. C'est quoi son nom sur les Alors les c'est réseaux sociaux? Hedil El Sefadi. Donc elle partage tout, elle partage son actualité, elle partage de très beaux écrits. Donc j'ai un petit texte où j'ai vraiment apprécié. Elle a dit, pour un jour je souhaiterais revenir en Palestine. Si je reviens à la Palestine, cela signifie que je vais visiter ma ville d'origine qui est Safed et récupérer la maison qui a été volée de mon grand-père. Le retour en Palestine signifie la libération de tous les prisonniers, les femmes et les enfants, et les hommes, bien sûr, un jour. Si je retournerai un jour en Palestine, je réaliserai le rêve des martyrs, mais aussi cela signifie que nous serons un peuple libre. Et voilà, Inch'Allah. C'est ce qu'on leur souhaite sincèrement. Alors, on rappelle son nom sur les réseaux sociaux. Hedil El Sefadi. Hedil El Sefadi. Merci. Wahida. Avec plaisir, Mounia. Merci Mohamed pour ton petit déjeuner des champions. Et puis bon week-end à tous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine de Ma Famille, Ma Vie, donc du lundi au mercredi en direct de 10h30 à 11h30. Et puis vous pouvez retrouver les émissions de Ma Famille, Ma Vie sur YouTube, sur Facebook, en tapant tout simplement Canal Algérie, Ma Famille, Ma Vie. Vous pouvez revoir les émissions et revoir le petit déjeuner, les personnes que nous propose Wahida Salim-Chef dans sa rubrique Wisha dédiée à la Palestine, ou tout simplement les débats qu'on a fait avec nos spécialistes. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir.